Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire sur soi à son projet de grève. Et comme vous le voyez sur ces images, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Il revient de Londres où il a pris part au forum sur l'investissement. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle la COSEFSI, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire sur soi à son projet de grève de ce mardi. La ministre Kandia Camara appelle à saluer les efforts déjà consentis par le gouvernement au profit de l'école. Allons à la paix, c'est le sens du rassemblement que veut organiser le 15 février prochain à Abidjan l'Église catholique. Les objectifs de cette rencontre ont été expliqués au cours d'un point presse tenu dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les leaders religieux appellent à la paix et invitent tous les Ivoiriens au vivre ensemble. Shanghai enregistre son premier décès dû au coronavirus qui sévit en Chine. La maladie sort ainsi de son foyer à Wuhan où les premiers cas ont été signalés. Le bilan est désormais de 56 mois et plus de 2000 personnes malades. Des mesures ont été prises, transport public réduit, port du masque respiratoire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après quelques jours passés à l'étranger. Le chef de l'État revient de Londres où il a pris part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le président Ouattara a animé un panel lors de ce sommet. Il s'est prononcé sur les futurs secteurs de croissance en Afrique et présenté le modèle ivoirien de développement. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à son arrivée ce dimanche à Abidjan par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et par plusieurs membres du gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle la COSEFSI, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, à sursaut à son mot d'ordre de grève. La coalition appelle à un arrêt de travail ce mardi pour revendications non satisfaites. La ministre Kandia Camara appelle à saluer les efforts déjà consentis par le gouvernement pour le bien-être des enseignants, comme nous le dit Franck Quadio. Arrêt de travail suivi de rétention de notes, c'est l'action qu'entend mener à partir du mardi 28 janvier dans toutes les écoles les membres de la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, et cela en raison selon eux de la non prise en compte de certaines revendications restées sans suite lors des récentes grèves, celles de l'année dernière. Entre autres revendications, la revalorisation des indemnités de logement des instituteurs et professeurs du secondaire, la suppression des cours du mercredi dans le primaire, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance. Un mouvement de grève annoncé auquel a répondu la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique par un communiqué qui nous est parvenu. Kandia Camara note le caractère inopportun de cette grève qui intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv, qui aura permis le recrutement de plus de 10 000 enseignants et la confection de plus de 500 000 tables bancs. En outre, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour permettre au personnel regroupé au sein de la mutuelle des personnels de l'éducation-formation d'accéder à la propriété immobilière. Conformément aux clauses de ce protocole d'accord, les bénéficiaires de ce projet disposeront de logements à moindre coût, soit en accès direct à la propriété, soit par location-vente et dans tous les cas, sans aucun apport initial. C'est un projet qui va coûter plus de 300 milliards de francs CFA à l'État. Dans son communiqué, la tutelle invite alors la COSEFSI à la retenue. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prend à témoin la communauté éducative et met en garde contre toute action visant à semer le désordre, l'incivisme dans les établissements scolaires et compromettre ainsi l'avenir de nos enfants.
Eu égard au souci de préserver un climat de paix et de concorde, si cher à la transmission-acquisition des connaissances et savoirs, les enseignants grévistes, les fauteurs de troubles et les auteurs d'actes répréhensibles seront tenus pour responsables des effets de leur comportement et attitudes et en assumeront les conséquences. J'en appelle donc au respect scrupuleux du droit à l'éducation de nos enfants et au civisme et demande à tous les enseignants d'être présents à leur poste les mardis 28, mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020. Et d'autres réactions se font aussi entendre à propos de cette grève annoncée par la COSEFSI. Je vous propose maintenant celle de l'association des mères indignées de Côte d'Ivoire qui regroupe des parents d'élèves. Les mères indignées appellent les syndicats d'enseignants à l'apaisement et au dialogue pour sauver l'école ivoirienne. Nous les écoutons. Voici que nous apprenons par voie de presse qu'un groupe de syndicats au sein de la COSEFSI lance un mot d'ordre de grève. Quand on sait les violences qui sont occasionnées par ce genre de manifestation, il y a lieu de se tenir debout pour anticiper. À vous, les parents, est-ce que nous allons toujours rester passifs devant des actes de sabotage de l'éducation et de la formation de nos enfants? Devons-nous demeurer complices des individus qui ont choisi chaque année d'hypothéquer le futur de nos enfants, c'est-à-dire notre raison de vivre? Nous disons, ça suffit. Il faut que cela cesse. Le gouvernement vient de lancer un important programme de logement pour permettre à chaque enseignant d'être propriétaire. Alors, nous femmes commerçantes sur le marché, nous femmes rurales, courbant les chines dans les plantations, disons en chœur merci au gouvernement. Au moment où, au niveau de la communauté éducative, on s'attend à ce que celle-ci exprime sa reconnaissance envers les autorités pour des actions d'amélioration des conditions de travail des maîtres de nos enfants. Grande est notre surprise de constater que parmi les enseignants, certains montrent des signes d'insatisfaction. À cela, nous, mères indignées, disons, ressaisissez-vous et levez votre mot d'ordre de grève. C'était la déclaration des mères indignées de Côte d'Ivoire. Je l'annonçais en début de journal, le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après quelques jours passés à l'étranger. Le chef de l'État revient de Londres où il a pris part au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le président Ouattara a animé un panel lors de ce sommet. Il s'est prononcé sur le futur secteur de croissance en Afrique et présenté le modèle ivoirien de développement. Il a été accueilli à son arrivée ce dimanche à Abidjan par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Coulibaly et par plusieurs membres du gouvernement. Londres entend bâtir un partenariat gagnant-gagnant avec le continent africain. Je vous propose maintenant la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée ce dimanche à Abidjan. Je viens d'effectuer une mission à Londres où j'ai pris part à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. J'étais accompagné de la Première Dame et de plusieurs ministres et des membres du cabinet présidentiel. Ce sommet a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, environ une vingtaine, dont je crois 4 pays francophones, le Sénégal, la Guinée, le Congo-Kinshasa et la Côte d'Ivoire. Des entreprises et également des institutions internationales. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Boris Johnson a exprimé sa volonté de nouer un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni
et le continent africain, ce dont, bien évidemment, nous nous félicitons. Il a aussi présenté les opportunités qu'offre son pays dans divers domaines, notamment dans les secteurs des finances, de l'éducation, de la formation, des technologies, de l'information et de la sécurité, mais également la disponibilité du Royaume-Uni à relever les défis auxquels nos pays sont confrontés en matière d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte contre la pauvreté. Au cours du sommet, j'ai animé aux côtés de mon homologue du Mozambique et du Premier ministre de l'île Maurice un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». J'ai à cette occasion relevé les progrès impressionnants de notre pays au cours de ces 8 dernières années, ainsi que les réformes que nous avons initiées en mettant l'accent sur la sécurité, l'amélioration du climat des affaires, les investissements privés, mais également la paix et la cohésion sociale. Ceci a permis de réduire le taux de pauvreté de 51% en 2010 à 35% en 2018. En termes de perspective, j'ai indiqué que la deuxième phase de notre stratégie consistera en la transformation de nos produits agricoles, tout en continuant de mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes ainsi que sur l'autonomisation des femmes. J'ai donc invité les hommes d'affaires du Royaume-Uni à venir investir en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà présents, mais je souhaite qu'ils viennent encore plus nombreux. En marge du sommet, j'ai eu un entretien avec le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, sur la coopération entre nos deux pays. Et j'ai à cette occasion sollicité le retour à Abidjan des services en charge de la délivrance des visas anglais aux étudiants et hommes d'affaires ivoiriens, puisque vous savez, aujourd'hui, les uns et les autres sont obligés d'aller à Accra pour obtenir les visas. J'ai demandé également l'établissement d'une liaison aérienne directe entre Abidjan et Londres. Ces questions seront étudiées par les autorités. Comme vous le savez, le Royaume-Uni est un partenaire important de la Côte d'Ivoire, où il est présent dans le secteur des mines et de l'énergie. Environ 30% de l'énergie de notre pays est produite par les investisseurs britanniques. Dans ce cadre, nous avons abordé la question des énergies renouvelables ainsi que la transformation locale de nos matières premières, notamment le coton et l'anacarde. Je me suis également entretenu avec le premier secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Dominic Raab, le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui est M. Souma Chakrabarti, qui sont venus nous présenter les activités de la banque et le souhait de la BERD d'ouvrir un bureau à Abidjan. J'ai également rencontré l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui est président de l'Institut Tony Blair et qui a un partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la promotion de la transformation de l'anacarde, mais également du textile en Côte d'Ivoire. Et j'ai rencontré également le président de la Banque mondiale, M. David Malpass, avec qui nous avons fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette grande institution financière internationale qui apporte un soutien extrêmement utile à notre pays. Nous avons également, la Première Dame et moi-même, participé à un cocktail offert par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Ce cocktail était présidé par le fils William et la princesse Kate. Alors, durant mon séjour à Londres, j'ai été invité à prononcer une conférence dans deux prestigieuses institutions britanniques. D'abord Chatham House, spécialisée dans la réflexion stratégique, et aussi au Royal African Society, qui a pour vocation la compréhension mutuelle entre l'Afrique et le Royaume-Uni.
Alors à Chatham House, le thème était « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, comment assurer la stabilité et l'inclusion ». J'ai insisté sur la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'élection présidentielle d'octobre 2020 soit démocratique, transparente et apaisée. Et parce que nous avons maintenant fini de mettre en place les institutions de la République qui sont donc totalement crédibles. Et j'invite les uns et les autres à se référer aux institutions quand il y a des questions à évoquer, plutôt que de prendre d'autres voies pour obtenir des évolutions dans ce domaine. J'ai aussi évoqué des initiatives entreprises par le gouvernement en vue d'organiser ces élections, comme je l'ai dit, qui seront ouvertes, transparentes et apaisées, et en parlant notamment de la commission électorale indépendante. J'ai indiqué que la précédente commission avait organisé plusieurs élections présidentielles, législatives, municipales, régionales, et que tout ça s'était bien passé, mais que nous avons procédé à une adaptation pour tenir compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et bien évidemment, la Cour a validé ces propositions. Et cela, bien sûr, a été fait en discussion, à l'occasion de discussions avec les partis politiques et la société civile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Commission électorale indépendante répond aux critères de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et j'ai noté que le Premier ministre a engagé des échanges pour adapter le code électoral à la Constitution de la Troisième République. J'espère que le Premier ministre sera en mesure de me faire les propositions pour le gouvernement dans ce mois de février, parce que vous savez, les élections, c'est dans 9 mois, c'est en octobre, et il faut maintenant que nous puissions boucler toutes les questions relatives à la préparation des élections. Alors, Royal African Society, j'ai présenté les atouts et les opportunités de l'économie ivoirienne. Et là, j'étais impressionné. En fait, ce n'était pas une grande réunion. Il y avait une vingtaine de PDG de grandes entreprises anglaises et internationales. Et donc, c'était des personnalités qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui ont investi en Côte d'Ivoire et qui croient en notre pays. Et donc, je leur ai dit que, comme ils le savent, que la Côte d'Ivoire va bien, elle est en paix, elle continue d'avancer, et donc elle est maintenant sur une trajectoire de non-retour dans des situations de difficulté. Et je les invitais à venir nombreux en Côte d'Ivoire pour investir, car c'était bon pour eux et c'est bon également pour nos concitoyens. Voilà, mesdames et messieurs, brièvement fait le compte-rendu de ma mission à Londres, qui était une mission très utile, en tout cas passionnante en ce qui me concerne, en raison des échanges que j'ai eus avec les autorités britanniques, les organisations internationales, comme évidemment les participants à ce grand sommet. Voilà, vous venez d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait le bilan de son séjour à l'étranger, notamment sa participation au Royaume-Uni, au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement à Londres. Il faut rester vigilant, prudent sur nos routes pour éviter les accidents. Malheureusement, hier samedi 25 janvier, 18 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation sur l'autoroute à 107 km d'Abidjan. Le ministre des Transports, Amadou Koni, est allé s'enquérir de l'état de santé de tous les blessés et présenter la compassion du gouvernement aux victimes et aux familles endeuillées. David Soyo, Issa Tchonoyeo. Depuis hier, ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. La route a encore tué. Un grave accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute PK107 aux environs de 5 h du matin. Selon les témoins, l'accident meurtrier a été provoqué par un carambolage impliquant 2 camions de transport de marchandises et un car de voyageurs en provenance des Tabous pour Abidjan. Le bilan est lourd.
18 morts et 33 blessés. Aussitôt informé, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo, dans la commune de Ndoussi, où sont admis les blessés de l'accident. Amadou Koné est allé s'enquérir de l'état des blessés et chercher à comprendre les circonstances du drame. Il a par la suite présenté la compassion du gouvernement et encouragé le personnel médical à continuer de travailler d'arrache-pied pour mettre les blessés hors de danger. Le ministre Amadou Koné a saisi l'occasion pour renouveler l'appel à la prudence aux automobilistes, surtout pendant cette période où la visibilité sur les routes est réduite du fait du brouillard. Et espérons que cet appel sera entendu pour sauver des vies. Le ministre des Transports évoque aussi le renforcement des mesures sécuritaires à l'aéroport d'Abidjan avec les populations riveraines. Le ministre Amadou Koné a rencontré hier samedi les chefs de communauté et de quartier. Ils ont échangé sur les mesures de relocalisation. Le déguerpissement se fera en 2 phases, comme nous expliquent David Soyo et Franck Quadio. Après le lancement de l'opération de sécurisation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre des Transports échange avec les chefs communautaires, les chefs de quartier et les autorités municipales de la commune de Port-Boué. Au centre des échanges, les différentes phases de déguerpissement. La première phase, qui a débuté le lundi dernier, concerne la couronne nord, plus précisément le secteur Hérault-Canal, une zone moins habitée, et la seconde, la partie sud et est de l'aéroport. Ils ont souhaité un certain nombre de mesures d'accompagnement qui sont à l'examen, pour lesquelles on donnera des réponses la semaine prochaine, mais nous sommes ouverts donc, à toute mesure qui pourra faciliter donc, le déplacement donc, des populations de ces zones-là qui sont des zones à risque donc, pour notre aéroport, pour notre sécurité à tous. Ce que nous cherchons à faire, c'est de réaliser une opération qui ait le moins d'impact possible sur la grande majorité de la population. Au total, c'est 200 mètres qui seront libérés pour assurer la sécurité de la zone aéroportuaire, 50 mètres pour la première phase et 150 mètres pour la dernière phase qui va débuter dans le mois de mars, ce qui laisse plus de 45 jours aux populations des zones occupées pour se relocaliser. Le ministre a demandé qu'il faut qu'on fasse une ceinture autour de l'aéroport, c'est-à-dire prendre un périmètre de 50 mètres pour que l'aéroport soit sécurisé. À ce que je sache, mes propres yeux, je n'ai vu aucune machine qui a pu raser une maison. Ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la route de Bassam, c'est-à-dire en prenant la clôture de la route de Bassam jusqu'à Nani-Gonzac. Vous allez quitter ici tout à l'heure, quand vous allez partir, vous ne verrez pas qu'il y a des maisons qui ont été rasées. Cette disposition sécuritaire de l'aéroport est suivie d'accompagnement pour la relocalisation des populations. Il est bon de rappeler que sur 3500 hectares de l'espace aéroportuaire occupé illégalement par les populations, les 200 mètres que tente de récupérer l'aéroport représentent seulement 5,6% de la superficie, selon le ministre des Transports. Et toujours en rapport avec ce même sujet, le ministre des Transports a rencontré les parents du jeune homme de 14 ans décédé. Vous vous souvenez, dans le train d'atterrissage. Amadou Koné a informé la famille du défunt que le gouvernement a pris les dispositions pour leur permettre de rentrer en possession du corps du jeune Laurent Barthélémy Ani. Le ministre des Transports a par la suite présenté ses condoléances et celles du gouvernement à la famille endeuillée. On retrouve David Soyo et Franck Quadio. Assis, le visage fermé et attristé, les parents de l'adolescent de 14 ans retrouvés sans vie dans le train d'atterrissage du Boeing 777 sont face au ministre des Transports. Une rencontre initiée par Amadou Koné pour informer la famille et pleurer sur les dispositions prises par le gouvernement pour le rapatriement de la dépouille le plus vite possible. Des actions menées de concert avec les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France en vue de permettre à la famille Ani de faire son deuil. La famille du défunt, le jeune Laurent Barthélémy Ani, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour les démarches entreprises. Nous, ce que nous demandions, c'est de rentrer en possession de la dépouille mortelle. Je crois que ça sera chose faite. Et une fois que le deuil de notre petit est fait, la suite, ce n'est pas nous, c'est probablement la justice et puis bon, tout le reste. Mais humainement,
Il faut dire merci à M. le ministre qui nous a reçus et qui nous a apaisés par des paroles de quelqu'un qui a ressenti la chose au même titre que les membres de la famille. Par ailleurs, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rappelé que les enquêtes sont toujours en cours pour situer les responsabilités sur le décès du jeune homme. Je vous livre à présent ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan qui vient de nous parvenir. Hier samedi 25 janvier 2020, certains Kamagaté Youssouf publiaient sur le réseau social Facebook des propos invitant toute personne à commettre des meurtres durant la marche projetée par l'Église catholique en ces termes. Le 15 février, ça sera à chacun son catholique, on va verser un peu leur sang comme pour leur Jésus là. De même, une publication d'un certain Soumaïla Yeo indiquait que tous les Baoulés BT doivent être exterminés de la Côte d'Ivoire, point barre. Ces faits d'une extrême gravité sont prévus et punis par les articles 66 et 70 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Aussi, le procureur de la République en appelle à la collaboration de tous aux recherches entreprises afin de retrouver les auteurs de ces publications et de leur faire subir toute la rigueur de la loi. Par ailleurs, le procureur de la République constate avec regret que ces publications sont partagées par certains internautes sur divers réseaux sociaux et voudrait rappeler le caractère illégal de ces reproductions parce que perpétuant l'infraction. Il tient à indiquer que les infractions à la loi pénale à travers les réseaux sociaux ne peuvent rester impunies tant en ce qui concerne les auteurs de publications contraires à la loi, les personnes qui les reproduisent, que les administrateurs des forums de discussion qui ne procèdent pas à la suppression des dites publications et à la dénonciation de leurs auteurs. Le procureur de la République voudra enfin mettre en garde les uns et les autres contre tout propos appelant à la violence, au meurtre des Ivoiriens ou à la haine ethnique ou religieuse, fait à Abidjan le 26 janvier 2020. C'est signé du procureur de la République, Adou Richard Christophe. Allons à la paix. C'est le sens justement du rassemblement que veut organiser le 15 février prochain à Abidjan l'Église catholique. Les objectifs de cette rencontre ont été expliqués au cours d'un point presse tenu dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les leaders religieux appellent à la paix et invitent tous les Ivoiriens au vivre ensemble. Patricia Omouetia. L'aumônerie de la pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan, dans le cadre de ses activités et en relation avec le thème de l'année qui est « Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous », a prévu une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Conscient de la primauté de Dieu et de la nécessité de la paix par la réconciliation, maintient cette prière rogatoire en faveur de la paix en Côte d'Ivoire qui se tiendra le samedi 15 février 2020 de 7h à 13h30. Cependant, face au danger d'infiltration et soucieux de la sécurité de ses fidèles, son Éminence demande que cette journée de prière se tienne exclusivement au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Quel est donc l'objectif majeur de ce rassemblement? Réaffirmer l'importance de vivre dans un environnement stable, prôner la paix entre les jeunes, montrer la nécessité de vivre dans la fraternité et la cohésion, sensibiliser la jeunesse diocésaine catholique et partant la jeunesse nationale sur la non-violence pendant la période électorale. Toujours selon le père Aubrou Augustin, ces marches priantes publiques, ces chemins de croix, ces prières rogatoires sont des pratiques courantes qui sont des suppliques adressées à Dieu en faveur de tout le peuple. Le 1er février prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, va rendre visite à Nana Akua Boni II, reine du royaume Baoulé à Sakassou. Et l'information a été donnée par le président de l'association des cadres du Centre pour le développement RHDP. Il s'agit du ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, qui s'est rendu sur place pour les préparatifs. Léon Brou. Des techniciens à l'œuvre pour réhabiliter la voie principale de Sakassou. Il en sera ainsi pour l'ensemble des grandes artères de la ville. Des rues vont également être bitumées. C'est le cas ici, au quartier Oualebo, où le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, à la tête d'élus et cadres du centre, a visité le palais royal
édifice aussi à réhabiliter pour donner fière allure au royaume baoulé avant la visite du président de la République à la reine Aquaboni II. Information donnée par le président des cadres du Centre pour le développement aux 172 chefs de tribus et de villages de Sakassou. On est prêt à recevoir les chefs de l'État. Il est le chef de tout le monde. Aujourd'hui, on a fait des choses, mais samedi prochain, tout Sakassou sera inondé par les gens du village. La reine même est prête pour l'accueillir. Cette mobilisation, femmes, jeunes et chefs coutumiers en ont convenu des modalités avec l'émissaire du gouvernement, Amédée Kouakou, qui en appelle à sa réussite tout en indiquant que la visite du chef de l'État se veut privée, mais pourrait donner un coup d'accélérateur au développement du royaume baoulé. En 2011, on avait un taux de pauvreté dans le pays qui était au-delà de 51%. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est autour de 35%, donc les Ivoiriens vivent mieux. Les populations donc comprennent le sens de toutes les actions qu'ils mènent. Nous avons échangé avec les populations et elles sont prêtes à réserver un accueil chaleureux au président de la République lorsqu'il sera ici à Sakassou. La visite du président Alassane Ouattara à la reine Aquaboni II, reine des Baoulés, est prévue pour le 1er février 2020, toujours selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Vous l'avez appris depuis hier certainement, le ministère de la Santé a été alerté par les autorités aéroportières d'Abidjan de la présence d'une malade en provenance de Pékin. Il s'agit d'une suspicion d'un cas de pneumonie à coronavirus en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, professeur Joseph Bené-Bivro, était ce 13h sur le plateau du JT présenté par Hamza Diaby pour éclairer les populations. Je vous propose un extrait de leur entretien. Elle se porte bien, la situation est stable et nous attendons avec beaucoup de patience, beaucoup d'impatience, je dirais, les résultats de ces examens de prélèvement de gorge qui a été fait par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. On ne peut donc pas encore parler de cas avérés de coronavirus ici en Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'il faut être tout net. Nous sommes tout nets. Il s'agit d'une suspicion. Une suspicion. Donc, pour le moment, on n'a pas à s'alarmer. Il s'agit d'une suspicion jusqu'à ce que les examens nous en donnent la preuve formelle. Justement, si malheureusement les examens nous en donnent la preuve formelle, si le cas est avéré, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les populations feront? Alors, si le cas est avéré, le malade sera pris en charge. On va le transférer dans le service de maladies infectieuses où toutes les dispositions sont prises pour le prendre en charge, pour la prendre en charge, je dirais, parce que c'est une dame, et surtout faire un traitement symptomatique. Parce que plus tôt la personne est prise en charge, et mieux sera pour l'évolution de la maladie. Première des choses, continuons de nous laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. C'est des habitudes qu'on a acquises, il faut continuer. Deuxièmement, lorsque vous avez un contact étroit avec une personne qui présente des signes de détresse respiratoire, il faut automatiquement vous laver les mains, il faut pouvoir l'éviter. Troisièmement, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez un animal qui est mort de façon suspecte, il faut également ne pas le toucher et puis il faut également laver ses mains. Et puis, quatrièmement, quand vous devez tousser ou bien vous êtes enrhumé que vous devez tousser, on vous recommande de tousser dans un mouchoir, de mettre un mouchoir sur le nez ou bien la bouche avant de tousser ou bien d'éternuer, ou bien si vous n'avez pas de mouchoir, éternuer au niveau du pli du coude. Vous éternuez au niveau du pli du coude et puis enfin, je dirais, devant tout signe de fièvre, de dyspnée, de tout, il faut automatiquement consulter dans le centre de santé le plus proche. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde avec Ahmed Traoré et Eric Goré. Le virus qui a fait son apparition dans plusieurs grandes villes de la Chine est transmissible d'homme à homme, a déclaré le lundi 20 janvier un expert gouvernemental en maladies infectieuses. Un responsable de la Commission nationale de la santé a déclaré que cette transmission par contagion était avérée. Mardi 21 janvier, c'était l'un des points saillants du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger qui s'est tenu ce week-end à Bamako.
Le retour de l'armée reconstituée à Kidal sera une réalité à partir du 24 janvier 2020. L'armée malienne reconstituée est composée des forces armées maliennes et des ex-combattants. Un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 au jeudi 23 janvier 2020 a été observé sur toute l'étendue du territoire burkinabé en mémoire des civils abattus ce lundi 20 janvier suite à l'attaque d'un groupe armé terroriste contre les villages d'Alamo et de Nagraogo dans le centre-nord du Burkina Faso, selon un décret signé par le président burkinabé. En Guinée, 3 personnes sont mortes ce jeudi 24 janvier dans des heurts entre les forces de sécurité et la jeunesse de la ville de Labé. Il s'agit de 2 jeunes tués par balle et un ambulancier. Pour rappel, Labé est un centre de contestation du référendum constitutionnel demandé par le président de la République, Alpha Condé. En France, la réforme des retraites a franchi une étape clé avec sa présentation ce vendredi 24 janvier en Conseil de ministres de 2 projets de loi. L'un organique et l'autre ordinaire, visant à créer le système universel de retraite par points promis par Emmanuel Macron, était à l'ordre du jour de l'exécutif. Au Gabon, suite aux violences urbaines ce samedi, le bilan s'est alourdi à Libreville. La personne admise en soins intensifs au CHU de Libreville, après avoir été lynchée par la foule, est décédée ce samedi matin. Son décès porte à 2 le nombre de morts. À l'origine de cette folle journée, des rumeurs sur une vague d'enlèvement d'enfants à des fins fétichistes. Dimanche 26 janvier, les élections régionales qui se tiennent en Calabre et en Émilie-Romagne pourraient rebattre les 4. Dans cette région prospère du nord de l'Italie, grand bastion de la gauche depuis 70 ans. Le Parti démocrate est au coude à coude avec l'extrême droite, car nombreux sont les dessus de l'administration sortante. Et ainsi va le monde. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Colloque Le Bali demain 20h. Fatou Fofana.